bienvenue dans votre émission de littérature, le livre de l'auteur. La seule émission consacrée à la plume gabonaise, mais également africaine. Aujourd'hui, nous parlons de justice et de procédure pénale en matière d'eau et de forêt avec Persiano Stessindinga, qui a fait paraître il y a peu un guide pratique en la matière. Dans cet ouvrage, l'auteur nous livre quelques stratégies pour mener à bien une procédure pénale dans le domaine de la protection de la faune et de la flore et surtout lorsqu'il s'agit d'une gestion équitable des litiges qui en découlent. Toutefois, la question du braconnage est sans cesse grandissante au Gabon. Les autorités compétentes arriveront-elles à se saisir de ce manuel pour une meilleure stratégie d'attaque contre ces malfaiteurs? Nous le saurons dans un instant avec Persiano Stessindinga lui-même qui sera des nôtres sur ce plateau. Mais avant, qui est Persiano Stessindinga? La réponse, maintenant. Persiano Stessindinga est un juriste de formation, sorti de l'université Dakar Bourguiba du Sénégal. En 2015, il est admis au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature, où il sort magistrat de l'ordre judiciaire. Aujourd'hui, en pleine fonction au palais de justice de Libreville, où il siège en qualité de juge, Persiano Stessindinga a fait de son cheval de bataille la lutte contre les destructeurs de la faune et de la flore. En effet, en septembre 2020, il met sur le marché un guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Dans cet ouvrage, l'auteur souhaite donner aux autorités compétentes des rudiments nécessaires pour une meilleure compréhension de la procédure pénale en matière d'eau et forêt et une gestion équitable des litiges qui peuvent en découler. Cela se comprend, car le jeune magistrat d'une trentaine d'années seulement a suivi des formations professionnelles au Botswana et au Gabon sur le blanchiment de capitaux et la traite des personnes. Il a pris part en qualité de conférencier à plusieurs ateliers portant sur la législation faunique et fleuristique. Dans un style d'écriture quelque peu technique, mais également accessible à toutes les couches de la société, Persiano Stessindinga souhaite que les citoyens gabonais soient au même niveau d'information. De retour sur notre plateau et place à présent la deuxième partie de notre émission intitulée Le livre de l'auteur. Et l'œuvre choisie du jour est Guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Et Persiano Stessindinga lui-même nous a rejoints sur ce plateau. Monsieur Stessindinga, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bien, merci à vous, merci à Gabon Culture d'avoir bien voulu m'inviter sur votre plateau. D'entrée de jeu, Monsieur Ndinga, au regard de ce manuel, on se pose la question de savoir à qui est-ce qu'il s'adresse et à quoi sert-il? Merci déjà merci une nouvelle fois de m'avoir invité sur votre plateau. Ce qu'on peut dire concernant ce manuel, à qui il s'adresse d'abord à tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Ce manuel s'adresse d'abord aux officiers de police judiciaire, parce que qui sont ceux qui agissent en amont, et ensuite aux acteurs donc, de la chaîne judiciaire, les acteurs de la chaîne judiciaire qui précèdent sont les magistrats, notamment donc, le parquet de la République, ensuite le tribunal, et par la suite les auxiliaires de justice, les avocats et enfin les huissiers de justice qui doivent faire exécuter les décisions de justice. Voilà. Alors, au regard de ce titre, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce que c'est? Ce guide pratique, en fait, est un outil qui a été mis en place pour permettre à tous les acteurs de la chaîne judiciaire d'apprécier justement les cas, les litiges qui leur seront présentés dans l'exercice de leurs fonctions. Les officiers de police judiciaire, pour parler d'eux, doivent apprécier donc les cas qui leur sont présentés dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils doivent constater les infractions, les rechercher d'abord et ensuite déférer la procédure devant le procureur de la République. Tout cela répond à un formalisme bien précis et donc les officiers de police judiciaire en ont besoin pour respecter ce formalisme qui est déjà préétabli et qui est prévu par la loi. Ensuite, les magistrats également doivent statuer sur les affaires qui leur sont présentées, donc qui échouent devant le tribunal. Eux, avant donc de prendre les décisions de justice, doivent avoir connaissance donc, de la procédure en matière d'eau et forêt. Il faut dire en fait que la procédure en matière d'eau et forêt est très formaliste. Elle est très formaliste. En enquête préliminaire, par exemple, lors de l'établissement d'un procès verbal, il exige l'apparition de 8 mentions obligatoires. Et ces mentions sont cumulatives. L'absence d'une seule frappe en fait
comment le dirais-je, l'absence d'une seule mention obligatoire fait tomber la procédure. Donc le procès verbal est frappé de nullité. À ce moment, la procédure peut se voir échouer lorsqu'un avocat devant donc, une juridiction de jugement soulèverait une exception de nullité. Donc, alors je comprends ici que pour nous les profanes des questions en matière de questions judiciaires, nous ne sommes donc pas concernés ici dans ce processus. Je l'ai déjà dit sur un plateau. En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une disposition du Code de procédure pénale qui prévoit que, en cas de flagrant délit, n'importe qui, même vous, pouvez interpeller l'auteur et le conduire vers l'unité de police judiciaire la plus proche. Mais comment ferez-vous pour savoir que vous êtes en face d'un cas de flagrant délit? Alors donc pour le savoir, vous devez justement avoir connaissance des dites infractions qui sont contenues dans le guide pratique de la procédure pénale. Et donc ce manuel est accessible à nous tous? Oui, il est accessible à tout le monde, à tous les citoyens gabonais. Il faut dire déjà que la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'y intéresse. Il n'y a pas que les acteurs de la chaîne judiciaire qui s'en procurent, mais tout le monde se procure donc le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Donc je pense que les Gabonais et les citoyens en République gabonaise ont compris l'importance de ce guide pratique. On peut voir que dans cette œuvre, vous revenez sur plusieurs définitions, quelques expressions, à l'occurrence procédure pénale, infraction, vice de procédure, mais vous omettez de définir le braconnage, ou du moins ce que c'est qu'un braconnier. À quel moment est-ce que je peux ici dire que je suis un acteur de la destruction de la flore? Eh bien, d'abord l'objectif donc de l'écriture de ce guide, et je vais dire ce qui a stimulé plutôt l'écriture de ce guide, c'est la pression. Donc c'est au vu de la pression anthropique exercée sur la faune et la flore que nous avons décidé donc de vulgariser la loi par la création, donc l'écriture de ce guide pratique. Le braconnier est celui donc, qui porte atteinte à la faune et à la flore, pas à la flore, plutôt à la faune, sans respecter donc, les normes en vigueur. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire que le législateur a encadré l'exploitation de la faune en République gabonaise. D'accord? Il y a des zones, il y a des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture. Il y a des zones dans lesquelles on ne peut pas chasser. Et la grande chasse, qui est en réalité donc, celle prévue pour les animaux les grands animaux, notamment l'éléphant, les gros pachydermes, l'éléphant, les serpents, les pitons. Oui, le python, etc. Donc les animaux appelés espèces intégralement protégées. Cette chasse est interdite en République gabonaise. On ne peut pas chasser dans un parc national et en période de fermeture de chasse, on ne peut non plus chasser. À ce moment, donc, celui qui s'inscrit à contrario à ces normes devient un braconnier. Il devient un braconnier et il tombe sous le coup de la loi devant laquelle il doit répondre. Et donc, mais qu'est-ce qu'on fait alors de toutes ces personnes qui vivent dans des villages et qui n'ont pas d'autres ressources alimentaires pour justement nourrir leur famille? Sont-ils ici considérés comme des braconniers? Non. En fait, il faut dissocier en réalité le braconnier, celui qui vit en zone urbaine et puis qui va chasser dans un village. Oui. Le villageois, il est prévu déjà que pour se nourrir, il peut chasser, que ce soit en période de fermeture ou en période d'ouverture de la chasse. Le villageois, en réalité, peut, pour les raisons de subsistance, chasser quelle que soit la période, que ce soit d'ouverture ou de fermeture. Cependant, il doit toutefois respecter les quotas d'abattage, parce qu'il y a des quotas bien prévus, bien définis par la loi. Et donc, nous, on veille à ce que, par la production de ce guide, que cela ne soit plus méconnu de tous ceux qui pratiquent la chasse. Monsieur Ndinga, dites-nous, pouvons-nous ici nous considérer tous autant que nous sommes comme étant des braconniers? Je prends l'exemple ici d'une dame qui fait dans la restauration de chez nous. Il peut arriver qu'elle fasse son menu, le python, un bouillon de python, ou encore un singe à l'odica, et mieux encore, et j'en passe. Et nous savons qu'il y a forcément quelqu'un derrière qui lui fait cette livraison et que moi derrière, lorsque j'arrive en tant que cliente, je mange ces repas. Ce triangle amoureux, est-il considéré ici comme des braconniers? Il faut dire que en réalité, le braconnier est celui qui ne respecte pas les normes en vigueur, d'accord, la loi qui est en vigueur. Alors donc, celui qui chasse, qui participe donc à la chasse d'une espèce intégralement protégée, s'inscrit en tant que braconnier. En fait, il s'inscrit dans la liste des braconniers. Et cela, il faut dire donc que ce soit l'instigateur, c'est-à-dire celui qui pourvoit donc au financement, d'accord, au matériel, à toute la logistique. Et donc celui qui fait cette livraison n'est pas considéré ici comme un braconnier. Si, j'en viens.
Donc celui, d'abord, en partant de l'instigateur, Oui. d'accord, jusqu'à celui qui participe, d'accord, dans la livraison, il est appelé complice. D'accord, il est appelé complice et même auteur, parce que il y a une infraction qui est prévue, qui est dite comme ça, le transport d'espèces intégralement protégées ou produits de ces espèces. Alors donc celui qui transporte devient auteur d'une infraction qui est appelée le transport d'un produit, d'une espèce intégralement protégée. Alors donc tout ce trio-là devient en réalité un trio de braconniers. Et moi qui suis la cliente derrière, je ne suis pas Eh bien, braconnier. vous participez, parce que si vous n'étiez pas la cliente, vous ne serez pas, vous n'aurez pas donc motivé, parce que implicitement, vous motivez la chasse. Vous la stimulez, parce qu'on sait qu'il y aura un client à la fin qui va dépenser de l'argent et puis qui va donc appâter par son gain, justement, les acteurs de la chasse. Mais nous, ici, nous ne savons pas tout cela. Et à quel moment est-ce que vous communiquez, vous les juristes? C'est pourquoi d'entrée de jeu, je me suis attelé à dire merci à Gabon Culture, parce que déjà vous participez à la vulgarisation de la loi, parce que vous m'avez invité sur votre plateau, présenter ce guide pratique qui est en fait un outil de vulgarisation de la loi en matière d'eau et forêt. Alors donc, on a commencé à la vulgariser déjà, et puis c'est pas le premier plateau sur lequel je passe, et nous essayons, et puis il y a des ONG. Il y a des ONG qui s'attellent à vulgariser la loi au maximum. Il y en a qui le font, mais il faut dire que le villageois a connaissance des règles juridiques mieux que celui qui est dans une zone urbaine. Souvent, c'est dans l'excès de zèle qu'ils le font, justement dans toute impunité, parce qu'ils se disent qu'ils connaissent sûrement certaines autorités dans leur région et qu'ils se permettent donc de chasser comme ils veulent. Mais en réalité, on ne peut plus dire au Gabon que les Gabonais ne connaissent pas, les citoyens en République gabonaise ont une méconnaissance de la loi en matière de forêt. Non, je ne pense pas. Alors comment est-ce que ça se passe pour nous qui ne connaissons pas toutes ces règles et toutes ces lois? Quel est le degré de jugement pour nous? Non, mais il faut et dire pour la dame qui fait dans sa restauration? Il y a un principe en droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors cela veut dire que tout Gabonais, tout citoyen en République gabonaise doit aller vers la loi. Il doit rechercher ce que prévoit la loi par rapport à son activité. Cette dame qui est tenancière d'un restaurant, doit savoir ce qu'elle doit faire cuire ou pas. Elle doit en être capable, elle doit être capable de juger si l'espèce qu'elle va cuisiner est une espèce protégée ou pas. Mais les Gabonais sont très friands de toutes ces viandes de brousse, comme on a l'habitude de le dire au quartier. Bon, je le disais déjà, la pression anthropique est telle qu'il faut que les Gabonais prennent conscience que l'écosystème est quelque chose de vital pour nous. Le bassin du Congo est le deuxième poumon mondial. Il est désormais primordial que nous le protégeons. Et donc c'est la responsabilité de chacun de nous. Et cela passe par le respect donc, des textes en vigueur. Parlons à présent des différents chapitres développés dans cet ouvrage, dans ce manuel. Nous savons qu'ils sont très nombreux, mais nous avons retenu 3. Le premier chapitre est de la recherche et la constatation des infractions. Nous sommes là à la page 20, que je me retrouve un peu dans mes notes. Ok, je vais lire. Dans le cadre d'une enquête judiciaire, la recherche d'éléments matériels est substantielle et nécessite généralement le recours à des constatations. Ces dernières sont réalisées par des officiers de police judiciaire qui peuvent se faire seconder par des spécialistes de la police technique et scientifique. Si vous pouvez nous expliquer un peu tout ça, parce que nous sommes un peu dans les termes assez techniques. D'accord. En fait, ici, c'est vrai que je vais rester toutefois un peu technique. Il faut dire que la constitution d'une infraction répond justement à 3 éléments essentiels. Donc, il y a l'élément intentionnel, l'élément moral, l'élément matériel, l'élément légal. L'élément légal, c'est la prévision légale. C'est ce que la loi prévoit. Alors donc, il faut dire aujourd'hui que une infraction peut être constituée, donc répond à la présence cumulative de ces éléments constitutifs. D'accord? Et donc, ici, lorsque j'écrivais donc que dans le cadre d'une enquête judiciaire, la recherche d'éléments matériels et substantiels et nécessite généralement le recours à des constatations, c'est la recherche de l'acte positif de l'infraction. L'acte positif, c'est... Vous pouvez nous donner quelques exemples? Par exemple, chasser. Le fait de chasser, c'est-à-dire de porter atteinte à une espèce partiellement ou intégralement protégée, est un acte positif. Et cet acte positif doit être précédé d'abord d'une intention, de l'intention donc d'aller chasser. Ça veut dire qu'on était conscient que cet acte, que cette espèce animale est protégée, mais
on a décidé de le faire toutefois. Et D'accord. pour que justement cette infraction soit constituée, il va falloir également que cela soit prévu par la loi. Et Mais donc, il faut qu'il y ait également des preuves. À quel moment est-ce qu'on va voir que j'ai fait une chasse illégale? c'est pourquoi on a écrit que elle nécessite généralement le recours à des constatations. Parce que lorsqu'on constate, on ne constate pas ce qui n'existe pas. On constate qu'il y a bel et bien un pachyderme au sol et même qu'on peut constater même l'arme qu'on a utilisée pour porter atteinte à un éléphant. Parce qu'il faut dire que pour porter atteinte à un éléphant, pour chasser un éléphant, il faut des armes d'une certaine portée. Généralement, c'est les 458, 375, c'est des grosses armes. En fait, c'est des armes, c'est des kalash, etc. Ok. Et l'utilisation de ces armes-là, déjà pour la chasse, est prohibée. Alors, donc, vous comprenez qu'on peut même tomber dans une autre infraction. Voilà, cela peut entraîner une autre infraction. Ensuite, on parlera de connexité. On ne va pas étendre le débat. Ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est que l'élément matériel doit être constaté, doit être présent lorsqu'on décide de procéder aux constatations. Et cet élément, justement, c'est l'acte positif qu'il va falloir démontrer. Mais si par exemple, moi, je suis allé louer ou bien j'ai prêté le fusil à quelqu'un et que je suis allé le rendre, à quel moment est-ce que vous allez dire que c'est moi qui ai commis l'acte? Madame, la détention d'une arme en République gabonaise est personnelle. Lorsque vous êtes détenteur d'une arme en République gabonaise, cela oblige justement la présence d'un carnet de chasse. Et donc, il y a des armes prohibées que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas faire usage au Gabon. Alors donc, si l'arme est personnelle, vous ne pourrez pas emprunter l'arme de quelqu'un d'autre pour aller faire de la chasse. Alors nous allons parler du deuxième chapitre, bon pas le deuxième chapitre, mais le deuxième point. Nous allons parler de l'enquête préliminaire et ses subtilités. Nous sommes là à la page, attendez, voilà, je me suis retrouvée. La procédure pénale trouve à s'appliquer dès la commission de l'infraction. Nous sommes à la page 28, Monsieur Dinga, et s'achève avec le prononcé de la décision rendue définitive. L'organisation des poursuites en matière d'infraction phonique et floristique est à cheval entre les règles de droit commun prévues par le Code de procédure pénale et les dispositions énoncées par le Code forestier. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Écoutez, donc, je l'ai dit à plusieurs interviews déjà, lors de plusieurs interviews, je disais que en fait, la procédure pénale en matière d'eau et forêt est contenue dans plusieurs dispositions, donc qu'on retrouve dans plusieurs textes déposés ici et là. En fait, comment se passe en fait ici l'enquête? Et qui est appelé, qui est habilité à mener cette enquête? Donc voilà, c'est une très bonne question parce qu'il fallait qu'on touche au vif du sujet. Voilà. En fait, l'enquête est menée par les officiers de police judiciaire. Et donc les spécialistes, ce sont les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, agents des eaux et forêts. Alors eux, ils mènent l'enquête, ils recherchent, d'accord? Ils perquisitionnent, ils interpellent, ils constatent, etc. Mais il faut dire qui est compétent. L'officier de police judiciaire, agent des eaux et forêts est compétent, oui. Mais l'officier de police judiciaire à compétence générale aussi est compétent. Cependant, pour une bonne administration de la justice, mais surtout pour le déficit d'expérience de l'OPG à compétence générale, pour les questions techniques, il est utile que l'enquête soit menée par les deux parties. Pourquoi? Parce que l'officier de police judiciaire à compétence spéciale, agent des eaux et forêts, n'est pas détenteur d'une arme à feu. Bien sûr. Il n'a pas le permis d'arme. En réalité, d'accord, il y a un texte qui le prévoit, mais il manque un texte d'application qui permettrait de définir l'arme qu'il pourrait être en possession des agents des eaux et forêts. À ce moment, nous avons jugé utile de conseiller donc les OPJ d'opérer ensemble. C'est-à-dire que l'officier de police judiciaire à compétence générale, lui, il est détenteur d'une arme, mais dépourvu d'expérience en la matière. L'officier de police judiciaire à compétence spéciale, agent des eaux et forêts, lui n'est pas détenteur d'une arme, mais toutefois est rempli d'expérience en matière d'eau et forêt. Alors donc une action conjointe serait utile pour une enquête bien menée. Ce sont donc ceux-là qui sont compétents d'abord, mais ensuite les agents de douane. En territoire douanier, oui, eux aussi, ils peuvent procéder aux constatations. Cela est prévu par le décret 162/PR/MEF, également par le Code de procédure pénale, qui prévoit donc que les officiers de police judiciaire... Là, nous sommes toujours dans le domaine de l'enquête. Oui, oui, toujours dans le domaine de l'enquête. Les officiers de police judiciaire compétents pour constater les infractions en matière d'eau et forêt sont d'abord les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, agents des eaux et forêts, les officiers de police judiciaire à compétence générale, les officiers de police judiciaire, donc des douanes, et ensuite... il ne faut pas l'oublier, les agents des parcs nationaux assermentés et seulement dans le domaine des parcs nationaux. Mais il faut dire, il faut le préciser,
est officier de police judiciaire à compétence spéciale, agent des eaux et forêts, après prestation de serment. C'est-à-dire que c'est d'abord l'agent des eaux et forêts. Donc ce n'est pas un gendarme quelconque qui vient... Non. Si, un gendarme peut venir. Il est officier de police judiciaire à compétence générale. Okay. Mais je parle des officiers de police judiciaire, agents des eaux et forêts. Ils deviennent officiers de police judiciaire. Les agents des eaux et forêts deviennent officiers de police judiciaire après prestation de serment. Avant, non, il ne peut pas procéder donc aux constatations d'infraction. Nous en venons au troisième point du jugement. À quel moment une affaire est-elle portée en jugement? Je prends ici la page 54 que je me retrouve, voilà. Vous allez d'abord nous expliquer ça. À quel moment est-ce qu'une affaire est portée ici en jugement? En fait, avant de venir au texte. Je vais répondre à votre question, mais avant, je vais parler un peu des compétences juridictionnelles. Et cela donc a motivé justement la rédaction de ce guide. Il faut dire une chose, c'est que deux juridictions sont compétentes pour connaître les affaires s'agissant de délits ou crimes en premier ressort. Donc, il y a une nouvelle juridiction en première instance qui est dite chambre correctionnelle spécialisée, donc ici au tribunal de première instance de Libreville, et qui est compétente pour connaître les affaires en matière d'eau et forêt sur toute l'étendue du territoire national, lorsqu'il s'agit des délits. Ensuite, il y a la cour criminelle spécialisée, qui est compétente pour connaître également des infractions en matière d'eau et forêt sur toute l'étendue du territoire national, lorsqu'il s'agit des crimes. Parce que depuis le 19 juillet 2020, certaines infractions en matière d'eau et forêt ont été criminalisées. Alors, cela a entraîné également la création d'une juridiction spécialisée pour connaître des crimes en la matière. Et donc toutes les cours ne sont pas appelées Non. Tout le monde ne peut pas connaître, tout le monde n'est pas compétent pour connaître les infractions en matière d'eau et forêt. Alors, donc en second ressort, on a la chambre d'appel correctionnalisée, qui est compétente pour connaître en second et dernier ressort, donc des affaires concernant la matière des eaux et forêts, s'agissant des délits. Alors, donc, comment se fait le jugement? Eh bien, ça répond également donc, à la procédure de droit commun. Mais avant de parler de l'action judiciaire, il ne faut pas omettre que les agents des eaux et forêts jouissent de deux prérogatives. Donc, ils peuvent décider de transiger. Disons qu'ils ont la prérogative de la transaction. C'est leur pouvoir. Ils peuvent décider donc d'opter pour la procédure administrative ou décider donc de saisir le procureur de la République. Et là, ils optent pour la procédure judiciaire. Lorsqu'ils saisissent le procureur de la République, lui, il jouit des droits de suite. Il jouit des droits de suite. Il peut décider donc d'ouvrir l'information. Et là, ça va chez le juge spécialisé, parce qu'il y a un juge spécialisé, un juge d'instruction spécialisé. Il peut décider donc de citer directement donc, les parties devant le tribunal, devant la chambre correctionnelle spécialisée. Il peut décider aussi, lorsqu'il s'agit d'un mineur, toujours saisir donc, le juge d'instruction, où il peut classer sans suite. Lorsque l'affaire, donc l'infraction n'est pas constituée, lorsque l'affaire est amnistiée, lorsque l'affaire a déjà été jugée et résultat de la force de choses jugée, car on ne peut pas, l'homicide, on ne peut pas juger la même affaire deux fois. Alors, donc, c'est seulement par cette voie que donc, une procédure peut échouer devant donc, la juridiction de jugement. D'accord. Voilà. Alors, on va dire merci à vous, Monsieur Dinga. Certainement, un dernier mot à l'endroit des autorités qui peuvent certainement utiliser ce manuel. Oui, en fait, je vais profiter de votre antenne pour répondre à une préoccupation des agents des eaux et forêts. En fait, ils pensent, certains, parce que j'ai discuté avec certains, que par la création, donc, je veux dire par le fait, donc, l'entrée en vigueur du dernier code pénal, que certaines prérogatives leur ont été arrachées, en fait, leur ont été retirées. Mais non, on a peut-être renforcé la loi, mais l'officier de police judiciaire, agent donc à compétence spéciale, agent des eaux et forêts, est aussi compétent pour utiliser, donc peut faire usage du code pénal, du dernier code pénal. Ce code pénal ne concerne pas que les officiers de police judiciaire à compétence générale. Ça, il faut le dire clairement. Il concerne les officiers de police judiciaire aussi à compétence spéciale, notamment les agents des eaux et forêts. Il peut procéder aux constatations sur la base donc, des infractions prévues par le dernier code pénal. Je parle de la loi numéro 006/2020, récemment promulguée. Alors, ce guide pratique est très utile pour tous ceux qui interviennent dans la chaîne judiciaire concernant la matière des eaux et forêts. Voilà. Merci à vous, Monsieur Dinga, d'avoir accepté notre invitation. On se dit certainement à la prochaine pour un nouveau numéro de notre émission, Le Livre de l'Auteur. Quant à vous, chers téléspectateurs, place à présent la troisième partie de notre émission, l'actu littéraire de la semaine.
L'actu littéraire de la semaine nous conduit au Sénégal, précisément à Dakar, avec la 28e édition de la Journée africaine de l'écrivain qui s'est déroulée du 7 au 11 novembre dernier. Le thème retenu cette année était « Littérature et pandémie, la riposte des écrivains africains face à la Covid-19 ». Le Gabon était le pays à l'honneur cette année avec à ses côtés la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Je voudrais, au nom de mon peuple gabonais, au nom de notre littérature, au nom de tous les écrivains gabonais et à celui de nos autorités, remercier le Sénégal et l'Association des écrivains de ce pays pour l'honneur fait à notre pays, à notre nation, en lui consacrant cette 28e édition de la Journée internationale de l'écrivain africain. Je souhaite tout simplement vous féliciter pour régulièrement nous réunir ici à Dakar afin de célébrer la Journée internationale de l'écrivain. Après l'actu littéraire de la semaine, place à la question littéraire du jour. Aujourd'hui, nous avons parlé de justice et de procédure pénale en matière d'eaux et de forêt. Donnez-nous le titre complet de l'œuvre décryptée aujourd'hui avec Persiano Stessine Dinga. 1. Justice en eau et forêt. 2. Le braconnage. 3. Guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Faites-nous parvenir toutes vos réponses sur l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et voilà, c'est la fin de notre émission, le livre de l'auteur. On se dit prochain rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera toujours avec moi, Marina Boissa, et toute mon équipe technique cachée juste derrière la caméra. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.